De retour sur le plateau, mais oui, on vous attendait, on parlait, on discutait, on refaisait le monde, et oui, sur le plateau de KNF, tous les jours sur Éclair TV, la chaîne 23 sur Canal Satellite, midi et demi, 17h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe, et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet tabou. Vous me direz si le sujet est vraiment tabou, on va parler d'infertilité. Pour en parler, je reçois bien sûr une professionnelle, Némi Martin. Qu'a-nous fait? Ça va très bien. Tu t'attendais pas à cette intro? Non, mais elle est pleine de surprises. Ça va, bien installé? Très bien, très très bien. Alors, toi déjà, avant de parler bien sûr du thème, ce qui est bien, c'est que tu es en mode 2.0. Tu te fais connaître à travers des vidéos sur le net. Première question, comment t'es venue cette idée? Alors, je suis partie du principe qu'il me semble que dans la représentation de beaucoup de personnes, il y a encore cette image du psychologue qui est un petit peu rigide et qui peut être un peu intimidante en fait. Donc, je me suis demandé quelque part comment rendre cette image un petit peu plus accessible. Et bien la question justement des réseaux sociaux est intervenue de façon assez naturelle. Donc, j'ai commencé mon concept de Bref de Psy avec des vidéos. Donc, la première, c'était sur la polémique d'H&M. Et ensuite, il y a eu toutes les thématiques de la vie courante en fait qui ont suivi. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on vous donnera toutes ses adresses sur les réseaux sociaux. Vous pourrez la suivre, lui poser des questions. Elle est open à n'importe quelle heure, à 4h du matin, vous pouvez l'appeler. Alors, on va parler d'infertilité. Est-ce que déjà ce sujet est tabou en Guadeloupe? Alors, c'est un sujet qui, on va dire de façon universelle, est un peu problématique. Je ne sais pas si on peut parler de tabou, mais ça renferme beaucoup de souffrance. Donc, quelque part, ce n'est pas évident pour les gens d'aborder effectivement cette thématique, parce que ça remet aussi de façon peut-être erronée la question justement de la masculinité, de la féminité. Donc, ce n'est pas évident d'assumer justement, d'échanger sur cette problématique que peuvent rencontrer beaucoup de couples et aussi des personnes de façon individuelle. C'est un problème qui touche beaucoup de personnes en Guadeloupe? Oui, c'est quand même quelque chose qui se retrouve de façon, on ne va pas dire récurrente, mais il y a quand même un pourcentage quand même qui n'est pas négligeable, en tout cas à l'échelle nationale. Donc ce sont des situations effectivement qui se retrouvent assez fréquemment, oui. Quelles sont les causes de l'infertilité en Guadeloupe? Alors, en Guadeloupe, de toute façon, encore une fois, un peu global. En global, je précise en Guadeloupe, mais c'est vrai que ça peut être à travers le monde. C'est ça, un peu global. Alors, bon, on a des cas de figure comme bien sûr l'endométriose qui revient assez régulièrement. On a ce qu'on appelle le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. D'accord. Vous aussi, vous pensez que c'est technique? Eh bien, ok. Oui, enfin, en fait, en soi, c'est assez simple. Mais donc, grosso modo, on a un petit peu ça. On a également surtout des causes parfois qui sont un peu inexpliquées. Ça paraît peut-être un peu extraordinaire comme ça, mais parfois, on n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi l'infertilité est là et pourquoi c'est compliqué justement de mettre des choses en place. Et puis parfois aussi, bien sûr, on a des choses au niveau de l'homme. Donc c'est très variable en fait, c'est pas forcément dans une représentation où il y aurait ou l'homme ou la femme, mais les causes sont assez variées. Ok, d'accord. Ben voilà, tu as répondu à ma question, j'allais te dire, est-ce que c'est plus l'homme ou plus la femme? Ben voilà. Est-ce que, bon, tu n'es pas docteur de la santé, mais est-ce que l'hygiène de vie, là encore, joue un rôle important dans l'infertilité? Alors, bien manger, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, est-ce que tout ça… Bien sûr que lorsque la question des excès se présente, je pense que c'est quelque chose qui peut donner et avoir un impact sur, bien sûr, la question de la fertilité. Mais après, ce qui revient le plus, c'est surtout des causes un peu génétiques. Il y a aussi toute la question parfois des malformations, parfois aussi une forme d'héritage aussi qu'on pourrait avoir. Donc, ce n'est pas forcément ce qui revient le plus, en tout cas à ma connaissance. Mais effectivement, l'hygiène de vie, dans tous les cas, a son importance. Voilà, donc soignez votre hygiène, ça ne mange pas de pain. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre ça, ou pour ça justement, pour soigner l'infertilité? Alors pour soigner l'infertilité, il y a des accompagnements justement. Alors c'est pas vraiment soigner l'infertilité, mais c'est permettre justement à certaines personnes, à des couples, ou parfois à des personnes seules aussi, de pouvoir avoir accès justement à la maternité. Donc, ce sont des parcours PMA qui permettent de pouvoir justement, avec des traitements, avec des protocoles, de pouvoir potentiellement, on dit bien potentiellement parce qu'il n'y a pas de certitude, et c'est bien là que réside tout le cœur de la problématique, potentiellement donc accéder à la parentalité en fait. PMA, ça veut dire quoi exactement? Oui, c'est justement, ce sont des parcours qui permettent de pouvoir concevoir en fait. Voilà. D'accord. Et c'est long, je suppose que c'est long et fastidieux. Est-ce qu'un couple arrive à survivre à ça?
Alors, un couple arrive à survivre à ça. Disons que oui, je pense qu'on peut toujours survivre, mais l'objectif, c'est pas justement de survivre, c'est de pouvoir le vivre le plus aisément possible, et ce n'est pas chose aisée, parce que eh bien, ces parcours et ces protocoles, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de protocoles. On peut à la fois justement proposer des protocoles uniquement avec des hormones. Ça peut être aussi le cas avec la FIV, donc la fécondation in vitro. Donc il y a plusieurs possibilités qui se présentent, mais en fait c'est compliqué dans tous les cas de figure, parce qu'il faut se figurer que la question de l'infertilité, donc c'est déjà un peu une sorte de diagnostic qui se pose au bout d'1 an à peu près, donc 1 an d'essai infructueux. Cette question de l'infertilité, eh ben, en fait il faut se la figurer comme une montagne russe émotionnelle. Parce que d'un côté, on a des phases un peu d'espoir, où on se dit que les choses vont fonctionner, parfois ce n'est pas tout le temps le cas. Donc il y a beaucoup de variations émotionnelles, et c'est un petit peu ça qu'il faut justement accompagner en tant que professionnel. Comment peut-on aider son conjoint? Déjà, quand c'est l'homme qui a ce problème, comment la femme peut apporter son soutien? Parce que je suppose qu'elle aussi, elle a envie de devenir maman, donc on comprend que ça doit être stressant aussi pour elle. Quel conseil peux-tu donner à un couple? Alors les conseils qu'il faut donner à un couple, c'est-à-dire que il faut déjà aider le couple à situer les choses dans une certaine réalité. Je m'explique. Quand on parcourt justement ce cheminement PMA, peu importe le protocole qui est proposé, la question qui revient le plus, c'est cette question de l'estime de soi. Parce qu'on se sent, on peut en tout cas se sentir un peu j'ai envie de dire, un peu diminué en fait. Il y a beaucoup ce discours qui revient, j'ai l'impression de ne pas être totalement une femme, puisqu'il y a bien sûr cette question de la conception qui revient dans l'imaginaire de la féminité, dans la nature aussi, mais aussi dans une sorte de pression quelque part. Pour être une femme complète, il faut aussi pouvoir être une mère. Donc, et du côté des hommes, ce n'est pas forcément quelque chose aussi qui est désert, puisqu'il y a aussi cette représentation du masculin. Il faut pouvoir aussi se reproduire, il faut pouvoir accomplir cette fonction-là. Donc, eh bien, quand il n'y a pas forcément de facilité à accéder à la parentalité, quand on n'arrive pas forcément à concevoir un enfant, eh bien, ça peut grignoter la question de l'estime de soi. Donc, c'est globalement là-dessus qu'on accompagne vraiment les personnes qui sont confrontées à la question de l'infertilité, puisque eh bien, ça peut donner une image de soi qui peut être assez négative, assez pesante, et qui peut conduire, ça arrive, à la question de la dépression, à la question de l'anxiété, mais aussi à beaucoup de comportements, on y reviendra certainement, à des comportements aussi un peu de contrôle en fait. Contrôle? Oui. C'est-à-dire, on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite, allons-y. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que dans ces parcours, on demande, et ce qui est attendu, c'est de pouvoir rythmer certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, bien sûr, le cycle d'ovulation. Il faut pouvoir justement prendre des traitements au moment où, à certains moments en fait, du cycle. Et ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on est amené un peu à quantifier les choses, à tout compter, puisqu'il y a une période d'ovulation, donc qui n'est pas très longue, où il faut pouvoir justement maximiser les chances de conception. Donc déjà, on rentre dans une sexualité qui est aussi un peu quantifiée, un peu millimétrée, absolument, un peu planifiée. Donc la dimension, elle est déjà un peu particulière. Il faut déjà pouvoir gérer ça émotionnellement, c'est pas évident, parce que ça donne une autre coloration aussi à la relation de couple. C'est clair. Même si il y a toute la dimension affective qui existe, quand on a le projet justement de concevoir et qu'on fait face à des obstacles comme ça, eh bien le projet peut devenir justement quelque chose d'un peu millimétré. Donc l'enthousiasme, ça peut être un peu mis de côté, en tout cas c'est un peu complexe quelque part. Donc il y a ça qui se met en place chez les femmes, chez les hommes également, parce que, eh bien, une fois qu'il y a hors la période d'ovulation, il faut pouvoir patienter. Donc là, on a une phase de doute. On ne sait pas si, eh bien, on a pu justement, les choses se sont mises en place, si la conception est effective. Donc, il faut bien comprendre que quand on est face à un parcours vraiment de PMA ou simplement quand on est face à des difficultés de conception, c'est compliqué. Ça peut être émotionnellement vraiment fatigant de faire face à ça, parce qu'on a des émotions très variables. Et justement, c'est dans cette fréquence et dans cet enchaînement que se situe aussi une forme de découragement parfois et une forme de fatigue quasiment systématiquement. Comment est-ce qu'on retrouve l'estime de soi? Quels conseils donnes-tu à tes clients? Enfin, tes patients. Tes clients, le gars, il a cru que les gens venaient au supermarché. Alors, en fait, ce qui se passe, l'accompagnement, il réside surtout dans le fait d'aider les personnes à ne pas se concevoir uniquement à travers la question justement de la conception, à continuer à garder en tête qu'on reste un couple,
ou qu'on reste une personne, puisqu'il peut y avoir des femmes seules qui cherchent justement à concevoir un enfant, qu'on reste une personne à part entière et aider en fait à ne pas s'identifier qu'à travers ça, c'est-à-dire tenter de ne pas rentrer dans ce fonctionnement un peu trop obsessionnel qui a tendance à annihiler vraiment l'identité même de la personne. On oublie qui on est, on oublie les ambitions qu'on peut avoir. On veut avoir un enfant, en fait. Ça devient central et quelque part, ça efface un petit peu tout. Donc vraiment, guider les personnes à comprendre qu'il y a une réelle empathie, peut-être de l'autre côté, une compréhension face à la difficulté que ça représente, mais qu'il ne faut pas s'oublier en fait, et qu'il faut continuer justement à vivre à tout prix sa relation de couple ou à continuer à exister justement seul si on est célibataire, et voilà, de pouvoir vraiment conserver cette image positive malgré ce parcours. Excellent. Encore une fois, si vous avez plus de questions, Néhémie Martin, elle est vraiment disponible. N'hésitez pas à l'appeler, à la contacter. Est-ce que justement, ça devient un petit peu normal d'aller voir une ou un psy en Guadeloupe? Alors, c'est quelque chose qui pourrait paraître un petit peu compliqué, mais en réalité, les mentalités ont un petit peu bougé. Je veux dire mentalité, mais plus les représentations ont un petit peu bougé. Parce que c'est vrai que, bon, globalement, dans l'imaginaire collectif, on a un petit peu l'image du psychologue. Oui, déjà rien que à l'expression de ton visage, je comprends. Eh bien que oui, on a un petit peu cette image du psychologue qui observe beaucoup les choses, qui a un petit côté un peu inquisiteur. Et au final, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un petit peu intimidant. Mais je ne dirais pas que les générations actuelles, mais l'image a quand même beaucoup évolué parce qu'on a rendu accessible justement le métier. Je pense, en tout cas de mon côté, que la psychologie, c'est quelque chose qu'il faut intégrer comme un élément qui fait partie de la vie de tous les jours. On ne voit pas forcément un psychologue parce qu'on a une grosse problématique ou parce qu'on a une pathologie, c'est possible, mais ça peut être le cas parce qu'on a des questions, parce qu'on est justement un peu dans le doute, ou parce qu'on a une période de la vie où on a des choses à éclaircir. Donc ça a évolué, heureusement. Donc n'hésitez pas, encore une fois, hein, allez-y, ça évolue. Et puis on a, encore une fois, ce côté 2.0, elle est connectée. Juste, est-ce que c'est important pour toi, justement, de s'adapter à la période dans laquelle on vit par rapport à son métier? C'est ce que tu fais d'ailleurs avec tes vidéos. Est-ce que finalement, fonctionner comme dans les années 90 ou début des années 2000, ça ne fonctionne plus? Et ça pour chaque corps de métier. Alors, la question de vivre avec son temps, effectivement, ça s'applique à tous les métiers. Mais c'est vrai que quand on pense à certains métiers qui avaient un aspect un peu cristallisé, peut-être un peu angoissant parfois, je pense que c'est d'autant plus le cas. Il faut y aller en fait. Il faut y aller parce que quelque part, ce n'est pas que dans l'intérêt finalement de générer, d'avoir des consultations, c'est simplement dans le but de permettre à certaines personnes de se mettre en face de la question du bien-être réellement. Ça aide à bouger aussi les choses. On comprend que justement, en rendant l'image du psy plus accessible, ça aide les personnes qui sont dans des difficultés et des problématiques à chercher des solutions plus facilement. Parce qu'on se rend compte que dans la vie, avec toutes les difficultés que ça comporte, travail, couple, etc., forcément, on est amené à avoir des réflexions et à avoir cette image accessible, plutôt que de cogiter, plutôt que de s'enfoncer dans le mal-être, ça donne une solution qui peut paraître un petit peu plus simple. Donc je pense que c'est très judicieux et que ça peut aider justement à rendre accessibles les choses et plus simples. Voilà. Justement, encore une fois, voilà. Est-ce que pour revenir à l'infertilité, est-ce que parler à son entourage peut être utile? Souvent, encore une fois, on peut considérer ça comme tabou, on a peut-être honte, mais est-ce que parler par exemple à ses proches, famille, meilleurs amis, est-ce que tu conseillerais ça à quelqu'un qui rencontre ce problème? Alors, le conseil qui est donné globalement, je pense que c'est bien sûr de tenter et de s'inscrire le plus souvent possible dans le dialogue. Mais on n'a pas tous les mêmes représentations, on n'a pas tous parfois les mêmes stéréotypes. Et donc, on n'a pas forcément tous la même façon d'aborder certaines problématiques. Donc, ça reste un sujet où j'inviterais bien sûr à échanger, mais avec une certaine précaution. Parce que, il me semble qu'il y a encore ancré dans l'imaginaire cette question dans la fertilité. Pour beaucoup de personnes, c'est facile d'avoir un enfant. Pour beaucoup de personnes, il suffit de suivre une certaine recette où ils se réfèrent eux-mêmes quelque part à leur propre parcours. Donc, on a pas mal de maladresses aussi qui sont commises quand on va face à une personne pour discuter de cette difficulté. Parce que, il faut dire aussi les choses, c'est que cette question de l'infertilité n'était peut-être pas aussi présente, en tout cas pas aussi sondée dans les années précédentes. Donc, ça semble assez évident quand on fait part de cette difficulté. Il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées. Mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant? Est-ce que tu as essayé ça, ça, ça? C'est ça
il y a des recettes toutes faites. Voilà, comment ça? Mais ça s'en même des régimes alimentaires. Voilà, mais moins de sucre, mais plus de sel, fais ça. Voilà, exactement, de œufs, de la farine. Ouais, exactement. C'est ça. Donc du coup, même en voulant bien faire, même avec cette question de la bienveillance, on peut s'avérer justement un peu maladroit. Donc il faut essayer peut-être de communiquer, mais je pense que lorsqu'on s'aperçoit qu'en face, on a des personnes qui sont peut-être toujours dans la bienveillance, mais qui sont soit peu réceptives, soit veulent appliquer une recette un peu toute faite, il ne faut pas hésiter justement à plutôt s'adresser à des pros, à plutôt justement en parler à des personnes qui sont sensibilisées à ça ou des personnes qui vivent un parcours similaire également. Ok, donc que conseillerais-tu aux proches justement du couple qui rencontre ce problème? Est-ce que tu conseillerais justement d'avoir plus de retenue dans les conseils? En tout cas, de tout faire pour ne pas pressuriser. Ouais. Et ça, c'est déjà un sacré défi. Parce que parfois, encore une fois, en voulant bien faire, on peut pressuriser. Mais tu es sûr que tu as bien essayé ça? Est-ce que tu es sûr que c'est pas parce que tu as pris la pilule trop tôt? Il y a des choses qui sortent en fait, qui ont pour visée justement de proposer des solutions. Mais il faut bien comprendre que la science a quelque chose de beaucoup plus complexe et que ce qui se réfère à soi n'est pas forcément applicable à l'autre. Donc, le conseil que je peux donner, c'est de tenter d'avoir un certain recul sur soi. Et quand on reçoit quelque chose, une annonce un peu de la sorte, de tenter de vraiment être dans une écoute active sans forcément coller ou copier quelque part un modèle qu'on pense qui peut fonctionner. La science est là. Ce sont des personnes dans la programmation médicalement assistée, donc le parcours PMA, sont des personnes qui sont accompagnées au niveau de la médecine. Et bien sûr, il y a énormément d'examens qui sont faits. Donc, on n'a pas la réponse forcément toute faite. Donc, garder une certaine modestie, garder une bienveillance et une écoute active et dire « je comprends, je sais que c'est difficile, est-ce que tu as simplement besoin de quelque chose, est-ce que tu voudrais que je t'accompagne ?» Des choses toutes simples en fait. Et c'est vrai que quand on entend une problématique chez quelqu'un, parfois par empathie, on a envie de trouver des solutions. Exact. Mais parfois, on n'a pas forcément accès à des solutions concrètes, mais ce qui peut en représenter une, c'est cette bienveillance et ce recul. Excellent, Néhémie Martin, mesdames et messieurs. En tout cas, là, franchement, on aime t'écouter. On sent que tu es de bons conseils. Donc maintenant, si on veut devenir ton patient, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram ou même un compte mail ou un numéro de téléphone? Vas-y, donne-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher. Voilà. Oui, alors je suis sur les réseaux, comme ça a été dit tout à l'heure, Facebook, Instagram. Donc au même nom, Néhémie Martin, psychologue, et mon numéro de téléphone, le 06 90 751 931. Excellent, de toute façon ça s'est affiché juste là et comme on vous l'a dit bien entendu, elle fait des vidéos sur internet, donc allez sur son Facebook, allez sur son Instagram, il y a plein de thèmes qui peuvent vous intéresser. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Avec plaisir. On a d'autres thèmes à développer ici, donc je vais te réinviter. De toute façon, maintenant c'est ton plateau, c'est ton émission, tu connais le chemin, tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.